Bonjour à tous, aujourd'hui le déclenchement de la réaction inflammatoire aiguë. Le système immunitaire est composé de cellules que l'on trouve dans la circulation sanguine, mais également de cellules que l'on retrouve dans les tissus. On appelle ces cellules qui restent dans les tissus des cellules résidentes. Il s'agit des cellules dendritiques qui possèdent des longs prolongements cytoplasmiques et qui sont très mobiles, et des mastocytes qui possèdent des granules dans lesquels se retrouvent des médiateurs chimiques tels que le TNF ou l'histamine. Les cellules dendritiques sont longtemps restées méconnues car difficilement observables. Ici, on a pu suivre en temps réel le déplacement d'une cellule dendritique au sein d'un tissu sain, une oreille de souris non infectée. On constate qu'en 14 minutes, les cellules ont effectué un déplacement de plusieurs dizaines de microns. Ce sont donc des cellules mobiles. On a pu mesurer le pourcentage de cellules mobiles dans 3 situations différentes. Dans le derme sain, on voit que plus de 80% des cellules dendritiques sont mobiles. Après injection d'un ver parasite, on constate que la plupart des cellules dendritiques sont immobiles, se sont immobilisées. Et après injection de billes inertes. Et on constate qu'elles ont pour la plupart conservé leur mobilité. Il semble donc bien que les cellules dendritiques soient capables de reconnaître les pathogènes et de distinguer les pathogènes d'autres corps étrangers et de réagir à la présence de ces pathogènes en s'immobilisant. Nous avons ici mesuré la concentration en TNF, c'est-à-dire en un médiateur chimique de l'inflammation, dans 2 situations différentes. Pour des souris témoins, donc ce TNF a été mesuré dans des cultures de macrophages isolés de ces souris, et des souris qui avaient été infectées au préalable par le virus de l'herpès, et pour des souris mutantes. Et la mutation de ces souris touche un récepteur particulier qu'on appelle un récepteur type PRR, qui est un récepteur des cellules résidentes. On constate que lorsque le récepteur de type PRR est modifié, les cellules ne libèrent plus dans le milieu de médiateurs chimiques, elles ne libèrent plus de TNF. Il semble donc qu'il y ait nécessité d'une reconnaissance des pathogènes par ce type de récepteur pour qu'il y ait libération dans le milieu d'un médiateur chimique tel que le TNF. Nous avons ici une catégorie de cellules résidentes appelées mastocytes. Ces mastocytes possèdent des granules remplis de médiateurs chimiques tels que le TNF et l'histamine. En situation de repos, les teneurs en histamine et en TNF dans le milieu restent faibles. En revanche, lorsque le mastocyte est mis en contact avec des bactéries, il y a beaucoup d'histamine dans le milieu, 5,6 fois plus que dans le milieu repos, et beaucoup de TNF également dans ce milieu, 1950 picogrammes contre 50 picogrammes au repos. Et l'on observe un phénomène qu'on appelle la dégranulation, c'est-à-dire que les mastocytes libèrent le contenu de leurs granules dans le milieu. Donc en contact et après reconnaissance d'un pathogène, les mastocytes libèrent des médiateurs chimiques dans le milieu. On a injecté à des souris une molécule fluorescente, un colorant fluorescent, dans la circulation sanguine. Et on mesure cette fluorescence ici au niveau des tissus, c'est-à-dire au niveau d'un muscle. On constate que pour une souris traitée à l'histamine, lors de l'injection de l'histamine, la fluorescence dans le muscle augmente fortement, alors que pour la souris qui n'est pas traitée, la fluorescence dans le muscle n'augmente pas. Il semble donc bien que l'histamine provoque la sortie de la fluorescence des vaisseaux sanguins, et ce qui permet à cette fluorescence de se retrouver dans les tissus. L'histamine donc a un rôle vasodilatateur et va être responsable de la sortie de plasma des vaisseaux sanguins. Elle est responsable donc de cette grosseur, de ce gonflement et de cette rougeur que l'on observe lors d'une inflammation. Ici, le rôle d'un autre médiateur chimique, le TNF. On constate qu'en présence de TNF, suite à une injection de TNF, les cellules de la paroi des vaisseaux sanguins expriment une molécule particulière, la sélectine. Il y a un pic au bout de 4 heures de l'expression de cette sélectine par ces cellules de la paroi des vaisseaux sanguins, et puis cette expression diminue progressivement suite à l'injection de TNF.
Quel est le rôle de cette sélectine? Cette sélectine est donc exprimée et se retrouve à la surface des cellules de la paroi des vaisseaux sanguins. Cette sélectine va permettre l'accrochage et le roulement des granulocytes qui vont rouler sur le long de la paroi des vaisseaux sanguins de sélectine en sélectine. Il y a donc, suite à cet accrochage, une adhésion et finalement, ces granulocytes vont pouvoir sortir des vaisseaux sanguins en se déformant et en passant entre deux cellules de la paroi de ces vaisseaux sanguins. Le TNF est donc responsable de la sortie des granulocytes des vaisseaux sanguins. Il est donc responsable de ce qu'on appelle le recrutement des granulocytes lors d'une inflammation. L'ensemble des expériences que nous venons de voir permet de construire un schéma des événements qui conduisent au déclenchement de la réaction inflammatoire. Nous avons tout d'abord en première ligne des cellules dites résidentes, les cellules dendritiques, les mastocytes, les macrophages, qui possèdent des récepteurs particuliers qui reconnaissent, des récepteurs PRR, qui reconnaissent des molécules portées par les pathogènes. Ainsi, la détection du pathogène a lieu, qui va déclencher plusieurs réactions. Tout d'abord, l'immobilisation du pathogène par notamment les cellules dendritiques, ce sont les flèches bleues, et également la sécrétion de médiateurs chimiques de l'inflammation. Ces médiateurs, ce sont des cytokines. Ces cytokines vont être responsables de la sortie des granulocytes des vaisseaux sanguins, granulocytes qui vont venir sur le lieu de l'infection et prêter main forte aux autres cellules résidentes, notamment en réalisant la phagocytose, nous y reviendrons. Il y a également l'histamine qui va permettre d'augmenter la perméabilité vasculaire et donc provoquer le gonflement caractéristique d'une inflammation. Et également, nous n'en avons pas parlé dans les documents, mais vous l'aviez dans vos docs, des prostaglandines qui, elles, provoquent la vasodilatation également, mais aussi sont responsables de la douleur, notamment, et de la chaleur que l'on rencontre dans une zone inflammée. On a donc des cellules qui produisent des molécules qui ont des effets. On peut donc résumer ainsi le déclenchement de la réaction inflammatoire aiguë. Voici une autre façon de représenter cette réaction inflammatoire aiguë avec des représentations schématiques des cellules. En premier lieu, donc, il y a une lésion ou une infection qui va déclencher cette réaction inflammatoire. Il peut y avoir donc pénétration de micro-organismes, d'agents pathogènes au niveau de cette lésion. Ces pathogènes possèdent des motifs moléculaires particuliers qui sont propres aux pathogènes en général. Et ces motifs peuvent être reconnus par des récepteurs que l'on appelle PRR, que possèdent donc des cellules dendritiques, des macrophages, des mastocytes, c'est-à-dire des cellules qui sont en permanence dans les tissus, des cellules résidentes. Possédant également ces récepteurs PRR, nous avons des granulocytes qui, eux, sont plutôt des cellules circulantes qui viennent sur le lieu de l'infection suite à un recrutement. Des médiateurs chimiques sont produits par l'ensemble de ces cellules qui vont provoquer l'augmentation de la perméabilité vasculaire, donc qui vont engendrer un gonflement et une rougeur, qui vont provoquer la vasodilatation, c'est elle qui est responsable de la rougeur, qui vont provoquer la douleur et la chaleur et qui vont aussi provoquer le recrutement donc, des granulocytes qui réalisent la phagocytose. Toutes les cellules résidentes et granulocytes sont capables de phagocyter les éléments étrangers, les éléments pathogènes, c'est ce que nous voyons sur ce schéma. Voilà, la phagocytose est représentée ici. Des études récentes sur l'immunité innée ont valu le prix Nobel à deux chercheurs, Jules Hoffman et Bruce Butler, en 2011. Jules Hoffman a travaillé notamment sur des récepteurs qu'il appelle des récepteurs Toll, et a constaté que chez des drosophiles dont le récepteur Toll était muté, modifié et rendu inopérant, eh bien ces animaux, ces insectes étaient incapables de combattre des attaques par des champignons. On voit ici une drosophile attaquée et envahie par un champignon, par des filaments de champignons, ici. Ces études ont été prolongées par Bruce Butler, qui a trouvé des récepteurs très semblables aux récepteurs Toll que Jules Hoffman avait mis en évidence chez les drosophiles et qu'il a appelé des Toll-like receptors, TLR.
Ces récepteurs Toll sont capables, comme on le voit sur cette image, de reconnaître des éléments particuliers, des molécules particulières de pathogènes, notamment par exemple sur cette image de l'ARN viral. Les TLR, les Toll-like receptors, sont donc ces récepteurs que nous appelions jusque-là PRR, qui permettent de reconnaître donc des motifs de pathogènes. C'est une famille de récepteurs qui est très bien conservée au cours de l'évolution, puisque nous retrouvons des récepteurs semblables chez des insectes, chez des plantes et chez des vertébrés. Ici, trois modèles moléculaires qui permettent de voir que la partie externe du récepteur TLR d'une cellule de l'immunité va reconnaître différents motifs moléculaires. Donc ici, le récepteur TLR, les deux branches bleues et rouges du récepteur TLR reconnaissent une lipoprotéine, c'est-à-dire une protéine qui rentre dans la constitution des parois bactériennes. Ici, les récepteurs TLR reconnaissent de l'ARN viral. Et ici, les récepteurs TLR reconnaissent une molécule qui rentre dans la composition des flagelles dont sont pourvus bon nombre de bactéries.